Merci beaucoup pour ces échanges autour des techniques de la photographie et surtout de leur pouvoir révélateur, en fait. Parce qu'on a beaucoup tourné autour de visible, invisible. Pour moi, visible, invisible, ça a une définition assez précise. Ce qui peut être vu ou ce qui ne peut pas être vu, soit avec nos yeux qui ont leurs limites, soit avec des instruments plus puissants. Mais après ça, on a tout un tas d'autres vocabulaires sur le dévoiler, révéler, déceler. Donc, et tous ces mots-là qui sont, je pense, propres au travail du scientifique, en fait, dans une expérience qui est une exploration, et aussi propre au travail du photographe, de la photographe que vous êtes. Je voulais juste revenir surtout sur cette magnifique exposition Nadar que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Je voudrais signaler au public, parce que c'était une exposition qui avait lieu à la BNF sur le site François Mitterrand à Paris, qui est terminée. Mais vous pouvez, avec vos engins préférés, portables, ordinateurs, etc., la visiter de façon virtuelle. Il y a encore la plupart des photographies merveilleuses et les commentaires absolument passionnants sur les trois Nadar. Moi, je connais juste Félix Nadar. Il y avait Félix Nadar, son frère, qui est un personnage absolument extrêmement intéressant aussi, à la fois peintre et photographe, et le fils unique de Félix, Paul, qui a été aussi quelqu'un d'extrêmement intéressant et très innovant aussi. Je voulais revenir sur la série des 12 photos que vous avez montrées de Félix Nadar dans différentes postures. Son but, ça je l'ai appris en voyant l'exposition, c'est extrêmement intéressant, précisément en cette année 2019, parce que son but, c'était d'utiliser donc différentes vues de sa tête, en l'occurrence, de dos, de face, de profil, voilà, 12 vues, pour faire une reconstruction 3D. Quand même, c'était pas mal à l'époque de penser que, oui, les limites étaient là de la photographie bidimensionnelle, mais peut-être qu'en faisant comme ça, voilà. Et je voulais signaler, comme vous l'avez sûrement tous lu ou vu, que la nouvelle technique d'impression 3D qui est en train de se développer à grande vitesse, c'est justement d'utiliser des vues, plusieurs vues d'un même objet, d'utiliser par ça des fils d'éclairage sur une résine, etc., pour avoir une fabrication d'un objet 3D à des vitesses infiniment plus grandes que le petit serpentin qui... vous avez tous peut-être essayé des impressions 3D sur des petits objets, ça prend quand même des plombes avec plein de défauts. Est-ce que vous avez une question spécifique, madame, pour qu'on puisse passer là? Ma question, c'était d'approfondir ce travail de recherche justement sur les grands précurseurs de techniques photographiques ou de démonstration de quête d'images avec les techniques les plus contemporaines, en fait. Parce que je pense que ça illustre... Enfin, on peut, en redécouvrant, comme vous le faites, Linda, des techniques anciennes, s'en inspirer pour avoir des inventions nouvelles. Voilà. Merci. Il y a une autre question ici. Alors, moi, je voudrais... Oui. Excusez-moi, allez-y. Je voudrais revenir à des considérations plus physiques. La trace de la particule dans l'émulsion est due à l'interaction particule-matière, c'est-à-dire la perte d'énergie de la particule, et quand elle n'a plus du tout d'énergie, elle s'arrête à une certaine profondeur. Exactement, oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour les particules matérielles. Donc, si l'antiparticule ne laisse pas de trace dans l'émulsion, comme apparemment ça avait l'air d'être le cas sur la photo, ça voudrait dire qu'elle n'interagit pas avec l'émulsion, ce qui est contradictoire avec le fait qu'elle s'arrête quand même au bout d'une certaine profondeur. Si elle s'arrête au bout d'une certaine profondeur, c'est qu'elle a perdu son énergie. Si elle a perdu son énergie, c'est qu'elle a interagi. Et si elle a interagi, elle doit laisser une trace. Exactement. Non, en fait, les antiparticules... Oui, excusez-moi. Donc, finalement, je crois que ce qu'il faudrait, c'est que vous inventiez l'antiplaque photo. On y travaille. Non, bien sûr, les particules et les antiparticules chargées vont toutes les deux être rendues visibles dans les plaques photographiques. Ce qui était la question de la dernière photo, ou de la dernière image montrée, c'est si nous pouvons voir ces images, si en fait l'expérience a eu du succès ou non. Si elle a fonctionné, on devrait voir les images. Si elle n'a pas fonctionné, parce que, par exemple, les énergies des antiprotons étaient trop faibles pour traverser
la feuille qui était nécessaire pour bloquer la lumière. À ce moment-là, on ne verra pas les points d'anéantissement, mais on devrait très bien voir les traces des pions ou des fragments d'anéantissement, à condition que les plaques photographiques, elles, soient suffisamment sensibles. N'oubliez pas que les premières plaques photographiques en 1937 étaient tout juste en mesure de produire quelques points sur les trajectoires. Or, la recette utilisée par Linda est une recette de 1850. Donc, est-ce qu'elle a suffisamment de sensibilité pour que l'on voit des particules chargées? J'en doute d'une certaine manière. Mais peut-être, il y a beaucoup de possibilités. On n'a pas encore regardé cette plaque, donc peut-être que je vous tiendrai au courant lorsqu'on aura regardé. Pardon, ma question est sans doute naïve, mais comment faites-vous pour projeter un antiproton sur la plaque photographique? Alors, dans l'expérience Aegis, on ne projette pas un antiproton, on projette un atome entier. Et techniquement, nous formons les atomes à un moment donné, ce sont des atomes neutres, et nous les poussons. Et naïvement, on pourrait dire que c'est impossible de pousser un objet neutre dans l'absence de charge. Mais ces atomes ont des structures internes. Sont des atomes qui sont très grands. L'antiproton est ici, l'antiélectron est là, et cela forme une sorte de dipôle électrique, comme on forme un aimant, un dipôle magnétique. Et un dipôle électrique, je peux le manipuler avec des changements de champ électrique. Je peux leur donner une petite impulsion, très faible, et c'est pour ça qu'on doit travailler à de très basses températures. Bonsoir. Pardon. J'avais la même question que le monsieur. Déjà, je voulais vous remercier du coup pour la conférence. Pardon. Donc, qui était très intéressante, l'analogie entre l'art en plus et les sciences était parfaite, hein, c'était très bien. J'avais juste une question, donc du coup, comme le monsieur, au fait, pour moi, comme vous disiez que l'antimatière avait pratiquement, en fait, disparu entre guillemets, je voulais savoir en fait à partir de quoi en fait vous envoyez en fait vos antiprotons, en fait comment vous les créez, vous les avez créés au préalable avant de les envoyer. Donc du coup ça a été répondu. Du coup je voulais savoir si aujourd'hui on avait une idée au fait de la disparition de cette antimatière, où est-ce que potentiellement elle se trouve, ou si aujourd'hui c'est toujours en recherche. Je pense que ça l'est toujours. Donc c'est un domaine de recherche extrêmement actif. L'hypothèse initiale est effectivement une brisure de symétrie, la brisure de la symétrie charge et parité, symétrie de miroir, qui est déjà connue dans certaines particules, dont les mésons K, par exemple, mais aussi dans les mésons B et D. Seulement, cette brisure de symétrie qui est déjà connue n'est pas suffisante pour expliquer l'absence d'antimatière. Elle n'affecte qu'une petite fraction de systèmes connus. Et donc, il faut une brisure de symétrie dans d'autres systèmes. Et là, c'est soit une brisure de symétrie dans des caractéristiques intrinsèques, et on essaye de voir ça. À vrai dire, j'y crois pas trop. Je ne pense pas que nous verrons une différence entre matière et antimatière. Par contre, dans le domaine des neutrinos et des antineutrinos, la violation de CP n'a pas encore été mesurée, ou elle est juste en train d'être mesurée. Et là, il y a peut-être encore des surprises. On devrait savoir dans 10 ans. Si là non plus on ne voit pas de brisure de symétrie, à ce moment-là, on n'a aucune réponse. Ce qui est idéal pour les chercheurs, parce qu'on commence à poser plein de questions. Bon, peut-être la dernière question. Attends le micro. Pardon. Juste sur le problème du neutrino, de l'antineutrino, il y a des expériences, par exemple, qui se passent dans le tunnel du Fréjus. Oui. C'est bien ça, hein? Il y avait des expériences dans le tunnel de Fréjus. Je ne sais pas si elles sont encore en cours. C'est un peu la même génération des expériences qui avaient lieu au Gran Sasso en Italie, où il y avait des faisceaux de neutrinos, ou alors des expériences qui cherchent des désintégrations très rares qui donneraient une information, par exemple, sur la masse des neutrinos. Mais les expériences dont on parlait tout à l'heure, dans l'expérience Dune, elles sont en préparation. Elles ne sont pas encore... Bon, je crois Merci. qu'on... Ah oui. Sauf s'il y a encore une question... ah oui, ça fait un moment que vous l'attendez. Oui, merci, je serai très rapide là. Bravo à
à l'organisation. Simplement, je voudrais revenir sur la scintillation liquide. Ce mot n'a pas été évoqué. Est-ce que les détecteurs de scintillation liquide ne pourraient pas être adaptés pour détecter les traces que l'on cherche là? C'est peut-être une question naïve, hein, mais oui. merci. Donc pour notre expérience spécifique, il faut un détecteur qui soit en mesure de résoudre le point d'impact avec une résolution d'1 micron. Or, les détecteurs à scintillation sont très sensibles, mais n'ont pas de résolution spatiale au-delà du millimètre à peu près. C'est ce qu'on arrive à atteindre. Par contre, pour d'autres expériences, par exemple celles qui sont basées sur la tomographie à émission de positons, là, les détecteurs à scintillement sont très intéressants. Et une expérience dont je n'ai pas parlé, par faute de temps, c'est une expérience que nous faisons sur des atomes faits d'un électron et d'un positon, que nous envoyons en un faisceau qui vole sur une distance à peu près comme celle-là, et où nous mesurons le point où ils s'anéantissent mutuellement avec un détecteur à scintillement.